Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un book haul. Alors pardonnez ma voix, le débit de ma voix, ma respiration, etc. Je suis malade, ça fait un moment que ça traîne. Je vais commencer par mes services presse, ça va aller extrêmement vite. Je passerai ensuite à mes graphiques et j'essaierai de vous mettre un timecode pour que vous puissiez passer cette partie si elle ne vous intéresse pas comme ça m'a été demandé. Et ensuite je passerai à tout ce qui va être plus... majoritairement classique, il y a quasiment que ça, il y a un petit peu d'horreur également, mais c'est majoritairement du classique. Donc de la part de l'autrice, donc de Violaine de Charnage, j'ai reçu 2 ouvrages. Le premier c'est Horribilis, Mort de citrouille, que j'ai déjà lu, je vous en parlerai rapidement au point lecture. Il s'agit d'un tout petit roman qui propose 4 fins différentes, roman mettant en scène des citrouilles qui se comportent un petit peu comme des zombies. Le second c'est celui-ci, c'est donc un conte de Neige Morte et il s'agit d'une réécriture sombre de Blanche-Neige. Je suis très curieuse de voir ce que cela pourra donner. Je ne l'ai pas encore commencé donc je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous laisse quand même admirer cette couverture. Ensuite, et c'est le dernier ouvrage qui sera dans cette catégorie des services presse, il s'agit donc de ce très bel ouvrage qui me vient de la part des éditions Hachette Rose, qui m'ont proposé donc de m'envoyer ce recueil des contes de Grimm illustré, alors illustré de façon très riche et très belle. Je vous montre un petit peu ce à quoi il ressemble. Il est extrêmement lourd donc je vais essayer de ne pas trop l'abîmer. Je vous ai mis des visuels sur Instagram et je pense que lorsque je le lirai, ce sera certainement dans le cadre d'un vlog. Je vous ferai des gros plans sur l'ouvrage pour que vous puissiez vous rendre compte du travail éditorial qui est exceptionnel et du travail d'illustration qui est aussi très qualitatif. Je passe maintenant au graphique et je commence par les suites. La première suite que mon chéri m'a offert, il s'agit de La Forêt Magique de Oshigahara que je n'ai toujours pas commencé. Il s'agit du 3e tome et c'est le premier livre donc de le premier manga de la maison d'édition Le Renard Doré, qui est la branche manga de l'école des loisirs que je me suis procuré. Mon chéri m'a offert le tome 1 pour mon anniversaire me semble-t-il, et donc il m'a offert ce tome 3 puisqu'il venait de sortir. Je vous ai déjà montré les illustrations que je trouve très jolies. Je suis impatiente de découvrir cette histoire, mais c'est vrai que comme je me suis lancée dans des sagas assez gigantesques, notamment Naruto, Berserk, j'ai lu tout Shuzo Oshimi aussi cette année, je viens de terminer Happiness, Les Fleurs du Mal, Les Liens du Sang, donc j'attends le dernier tome de Welcome Back Alice, j'attends le dernier tome non pas le dernier tome, j'attends les tomes qu'il me manquent de Dans l'intimité de Marie et le dernier me semble-t-il des Liens du Sang, à moins que ce soit l'avant-dernier. Donc voilà, je me suis lancée quand même dans des, je dirais des entreprises assez conséquentes, la lecture de Jujutsu aussi par exemple, et j'ai un petit peu délaissé les mangas plus doudous, plus mignons, au profit donc de ces sagas gigantesques, voilà. Mais il faut que je lise parce que je pense que ça va être génial. Ensuite, alors ça c'est cadeau de moi à moi, je me suis procuré, c'est très rare que je fasse des achats neufs, mais j'ai acheté ces 2 ouvrages là neufs parce que vous aviez une offre avec Mangetsu, vous achetiez 2 ouvrages de Junji Ito, on vous offrait un calendrier. Voilà, je voulais mon calendrier Junji Ito pour mettre dans ma classe. J'ai eu mon calendrier Junji Ito, dont je suis très contente. Donc j'ai pris le tome 2 de Zone Phantom que je n'avais pas et Tombe. Voilà, donc ils seront lus très rapidement ici, puisque Junji Ito fait vraiment partie de ces mangaka dont je dévore l'œuvre sans aucun problème. Je n'ai pas besoin de faire de pause particulière ou d'entrecouper mes lectures. C'est vraiment un mangaka dont le travail, je trouve, se savoure certes, mais peut tout aussi bien voilà, s'enchaîner et on ne perd rien ni à la qualité ni au plaisir de la découverte de ce qu'il a pu imaginer et créer. Au contraire, je trouve que on ressort d'autant plus conquis et admiratif de la profusion d'idées qu'il peut avoir et de la façon dont il les met en scène. Je continue ensuite avec le premier tome de Dragonhead, donc je vais découvrir cette saga qui est emblématique, qui me tente depuis une éternité. Les tomes sont extrêmement chers, ils sont à 20 €, donc enfin ils sont extrêmement chers, ils sont chers. Je les voulais en grand format. J'ai donc attendu de les trouver de trouver ce tome 1 à un coût à peu près abordable. Je l'ai trouvé sur Vinted, il me semble qu'il m'a coûté 8 €. Donc c'est pour cette raison que je l'ai pris. Sinon c'est vrai que voilà, 20 € c'est un petit peu, encore une fois c'est un peu onéreux pour un manga. Et même chose pour donc le tome 4 de l'Attaque des Titans dans les éditions Colossales. Donc j'ai déjà lu jusqu'au tome 5, mais je ne les avais pas, enfin j'avais pas le tome 4 en tout cas, et puisque je les ai lus à leur sortie, donc ça fait un petit moment maintenant. Donc, les éditions Colossales elles contiennent 2 tomes, le tome 4 contient les tomes 10 à 12 me semble-t-il,
Et voilà, vous avez toujours la magnificence des graphismes. Je veux pas vous spoiler, faut que je fasse attention. Je ne vais rien vous montrer, voilà. Je vous montrerai le tome 1 quand je ferai ma relecture. Mais voilà, j'ai trouvé ce tome là pour 10 € aussi, il me semble. C'est pour cette raison que je me le suis procuré. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup j'ai eu les 4 premiers tomes pour 40 €. Finalement, certes ça a été échelonné sur un temps assez long, mais je trouve que c'est quand même c'est la moitié du prix qu'il m'aurait coûté en réalité. Ensuite, pardon, je vais terminer les suites avec le tome 8. Alors pour le coup celui-là je l'ai acheté neuf. Alors je l'ai acheté avec un bon d'achat chez Gilbert Joseph, mais le tome 8 de Demon Slayer dans cette édition chez Panini, qui est une édition double tome également, je les trouve très bien. Alors ça rend super bien dans la bibliothèque, je vous montrerai, mais même au-delà de ça, je trouve que vraiment le format manga grande case, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver habituellement. Je trouve pas forcément que le dessin de Demon Slayer soit le plus qualitatif, même s'il est quand même sympathique, mais dans tous les cas le confort de lecture est plus grand sur ces formats. Donc il était logique que j'achète ce tome 8 qui vient donc clore la saga. Et enfin je termine avec un manga d'Inyo Asano, qui est donc l'auteur à l'origine de Bonnie Poon Poon, qui fait partie de mes découvertes absolues de cette année. J'avais très envie de poursuivre donc la rencontre avec cet auteur, parce que je trouve qu'il aborde des thématiques qui sont vraiment puissantes et il le fait avec beaucoup de douceur, mais aussi avec beaucoup de force. Il y a vraiment cette dichotomie qui est extrêmement fonctionnelle chez Inyo Asano. C'est pas forcément un auteur que je vous recommande de lire quand vous êtes dans un mood un petit peu mauvais, un petit peu triste, parce que je trouve que même si, encore une fois, il a tendance à aborder les choses avec une certaine forme de nostalgie, de mélancolie qui rend les choses plus douces, ça reste tout de même des thèmes qui sont assez forts. Donc voilà, mais en dehors de cela, je ne peux que vous recommander de foncer sur l'œuvre d'Inyo Asano, notamment si vous n'aimez pas les mangas. Je pense que ça peut être une chouette entrée en matière de se rendre compte qu'il y a vraiment des productions dans le manga qui ont une qualité scénaristique qui est équivalente à celle d'un roman. Quoi qu'il en soit, en tout cas, moi je vous recommande vivement de faire cette découverte. Maintenant que j'ai terminé avec toute la partie service presse et graphique, je vais pouvoir passer au reste de mes achats, et il y en a beaucoup. Alors l'ampleur de la tâche est assez colossale, donc je pense que dans un premier temps je vais trier. Je devais d'abord vous indiquer s'il y avait quelque chose de neuf, mais très honnêtement je ne pense pas. Alors attendez, je regarde parce qu'il y a quand même des choses qui viennent de chez Gilbert Joseph et que j'ai acheté en bon d'achat. J'ai peut-être été un petit peu moins regardante que lorsque j'achète du neuf, lorsque j'achète en librairie sans bon d'achat. Non, tout est d'occasion hormis 2 ouvrages, donc je vais commencer par ces deux-là. Le premier c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, que j'ai acheté pour son aspect prétendument horrifique, à voir de quelle manière il va être exploité au sein du roman. J'en suis curieuse, mais je dois reconnaître que la hype qu'il y a eu autour, notamment sur TikTok, me mène à réfléchir sur la nécessité absolue de lire cet ouvrage, d'autant que je suis dans une démarche actuellement où je ne souhaite pas lire des choses qui ne me semblent pas nécessaires à un moment donné, que ce soit vraiment pour mon divertissement personnel parce que j'en ressens le besoin, pour densifier ma culture générale, ma culture littéraire, ma culture philosophique, pour réfléchir sur le monde, pour me faire peur, bref, pour me procurer quelque chose. J'ignore si ce livre a véritablement sa place dans ma palle pour l'instant, mais lorsque je l'ai acheté, j'étais en tout cas très motivée parce que je venais d'en entendre du bien sur les réseaux sociaux et que je suis influençable visiblement. Le second livre neuf que je me suis procuré, c'est Les Pérégrins d'Olga Tokarczuk, qui va rejoindre ma pile à lire pour concernant mes lectures des Nobel de littérature. J'ai Dieu, les hommes, les anges dans ma pile à lire, donc dans cette palle là. Et j'ai déjà lu Sur les ossements des morts. C'est une autrice que j'apprécie beaucoup pour son style qui est véritablement hors du commun, mais aussi pour son humanité, pour ce qu'elle offre, ce qu'elle donne de ses personnages. Et je suis vraiment très contente donc de m'être procuré ce livre-ci. Dernier ouvrage neuf, je pense, Quand les ténèbres viendront, d'Isaac Asimov. Donc j'ai récupéré cet ouvrage pour une nouvelle précise
Je vous en parlerai plus en détail lorsque je ferai la vidéo dédiée à cette thématique, mais il y a une nouvelle précise dans ce livre, enfin dans ce recueil, dont j'ai besoin pour étudier une thématique. Donc je reviendrai dessus lorsque ce sera le moment. Pour l'instant, on a un petit peu de marge, donc faisons avec. Deux ouvrages qui sont dans des éditions introuvables, puisque ce sont des... Il m'en manque un. Un des deux cadeaux. Je ne pourrais pas vous montrer un des deux cadeaux parce que je pense qu'en déplaçant les ouvrages, je l'ai laissé dans le bureau et mon copain est en train de jouer dans le bureau. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. C'est une très belle édition de Madame Bovary qui m'a été offerte par une abonnée suite à ma commande sur Vinted de ce titre-là dans sa boutique, donc Le mariage du ciel et de l'enfer de William Blake, qui est un recueil de poèmes. Ce titre-là, je le voulais également dans le cadre de mon étude du romantisme et de la figure du diable dans la littérature. C'est une vidéo qui devrait arriver sur la chaîne à un moment donné, je ne peux pas vous dire quand parce qu'encore une fois, les projets sont pluriels, multiples, mais je n'ai pas forcément le temps de les mener à bien et... plus particulièrement de les mener avec la rigueur qu'ils demandent. Mais en tout cas voilà, je suis très contente d'avoir ce titre pour notamment découvrir William Blake et c'est un cadeau qui m'a fait extrêmement plaisir. Le cadeau suivant, c'est un cadeau qui m'a été offert par mon beau-père, on pourrait dire, enfin en tout cas le père de mon frère, qui est donc Les Fleurs du Mal dans une version illustrée avec des planches qui font très années 50. Donc c'est un ouvrage qui n'a jamais été ouvert, comme vous pouvez le voir. Les pages sont encore scellées, alors pas toutes mais certaines le sont encore, donc il faut un coupe-papier afin de les ouvrir. Et vous avez toute une série de portraits. Alors ma maman en a ouvert plusieurs parce qu'elle était très intriguée par les illustrations en question, mais ça a vraiment un côté très... Alors c'est assez dérangeant parce que c'est pas du tout une époque artistique qui me parle, mais je trouve que c'est vraiment surprenant. Et donc le père de mon frère travaille beaucoup sur les vides-greniers et sur les brocantes, les puces plus généralement. Il sait que j'ai une passion débordante pour Baudelaire et particulièrement Les Fleurs du Mal, donc c'est lui qui me trouve mes très très belles éditions. J'en ai déjà une autre qu'il m'avait offert pour mes 18 ans qui malheureusement au fil des déménagements a pris particulièrement cher, ce qui est dommage. Mais celle-ci voilà est très belle aussi. Elle n'est pas collée, donc alors j'ignore de quelle façon je dois procéder exactement, mais je vais me renseigner afin de ne pas l'abîmer parce que c'est un ouvrage qui est numéroté, qui est... Regardez, je vous ai pas montré la page d'introduction qui est très très belle. Voilà. Mais c'est un ouvrage qui est numéroté et qui... Enfin voilà, qui... J'ignore si une valeur pécuniaire, mais en tout cas, je le pense assez... Regardez, c'est ce que je vous expliquais. Donc voilà, ici, typiquement, vous devez couper la page avec un coupe-papier. Je n'en ai pas, ma maman en a un qui appartenait à mon arrière-grand-mère je crois, donc j'irai lui chercher pour finir la découpe. Mais il est très très beau et je n'arrive pas à trouver la numérotation de l'exemplaire, mais ce n'est pas grave, faisons avec. Vous avez vu à quoi il ressemble. J'ai terminé avec les cadeaux, tout ce qui va suivre va donc être d'occasion. Je poursuis pour Olga Tokarczuk avec ce livre là qui est donc Les Enfants Verts. Je n'ai aucune idée du contenu de l'ouvrage, il est absolument minuscule, mais je vais le découvrir. Il me semble qu'on parle d'un botaniste écossais, mais je n'en sais pas beaucoup plus, donc restons dans le mystère que j'éclaircirai potentiellement à la lecture, enfin, potentiellement je l'espère en tout cas. Que puis-je réunir encore? Est-ce qu'on ne partirait pas sur la littérature horrifique afin que ce soit fait? Il n'y en a pas énormément. Il y en a 4. Est-ce que je n'en oublie pas? Allez, il y en a un que je vais classer dans cette dimension-là, même si ce choix va être discutable. Je commence par ce qui est catégoriquement classé en horreur ou en fantastique horrifique, Nosferatu de Joe Hill. Je l'ai trouvé pour 1 € chez Gilbert Joseph, donc au volant de sa Rolls-Royce immatriculée Nosferatu. Charles Manx emmène régulièrement des enfants à Christmasland où Noël est éternel. Mais pour vivre dans ce pays, il faut en payer le prix. Sur sa bicyclette, Vic McQueen retrouve tout ce qui est perdu. Personne disparue ou objet égaré. Quand le face-à-face entre Manx et McQueen devient inévitable, 2 mondes vont s'affronter, peuplés d'images sorties de nos cauchemars les plus obsédants. Je trouve que voilà, ça a l'air intéressant et sympathique, et puis pour 1 €, ça faisait un petit moment que je le cherchais, donc tant mieux.
Autre ouvrage que j'ai acheté d'occasion, cette fois sur Vinted, La chambre de lactation. Je n'en sais pas beaucoup plus, il me semble que Jodie des livres de la crypte en avait parlé sur sa chaîne et que c'était pour cette raison que je l'avais noté dans mes livres à lire. Alors il me semble que c'était un ouvrage quand même catégorisé dans les choses très très gore et je ne suis pas une grande je ne suis pas une fervente lectrice de ce genre là, même si bon en revanche dans le cinéma ça ne me dérange pas du tout. Nous verrons bien si je parviens à apprécier cette lecture. J'ai peur que le style soit trop banal et que le contenu soit trop violent, mais nous verrons la présentation globale de ce titre. Ensuite je poursuis avec Vertèbres de Morgane Cossarieux, publié ici au Diable Vauvert, donc c'est la version grand format. Je vous montre la couverture parce que je la trouve très très sympa. On a vraiment un côté années 80 et un petit peu rétro qui me parle beaucoup en ce qui concerne la dimension horrifique. 1997, petite station balnéaire des Landes. Jonathan, 10 ans, vient d'être kidnappé. On le retrouve une semaine après sur une aire d'autoroute. Sa mère peine à le reconnaître. Bien des choses ont changé en lui, la plus déroutante étant l'apparition d'une vertèbre supplémentaire. Morgane Cossarieux revisite les années 90 comme Stephen King le faisait avec ça pour les années 60. Entre Stranger Things et Un chair de poule, pour adultes, culture horrifique débridée et métaphore sur la transformation du corps et la sexualité, elle signe son livre le plus ambitieux. Je n'ai jamais lu Morgane Cossarieux si ce n'est dans le recueil de nouvelles, un recueil horrifique écrit exclusivement par des autrices contemporaines. Je sais plus, je vous mets l'image ici. Bref, c'est le seul endroit où je l'ai lu et c'est vrai que elle a cette capacité, je trouve, à dépeindre de façon très minutieuse, attentive et sensible au sens de l'expérience des sens, tout ce qui va être très proche du body horror, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc très curieuse de découvrir son travail sur un ouvrage un peu plus conséquent, avec une densité de texte plus importante aussi, et peut-être une idée qui peut être mise en lumière de façon plus précise. Ensuite, Stephen King, Not Just Horror, donc publié chez ActuSF, de Hans Ake Lilja, qui est donc un ouvrage, un essai sur Stephen King. Nous connaissons tous l'écrivain de renommée mondiale Stephen King et ses livres, du moins c'est ce que nous pensons. Dans ce livre, l'auteur présente d'autres visages du roi de l'horreur qui surprendront le lecteur en lui montrant à quel point King est plus qu'un écrivain de fantastique, mais aussi un auteur de livres pour enfants, un éditeur, un vulgarisateur, un acteur, un réalisateur et un musicien. J'adore le cinéma de Stephen King, j'aime beaucoup tous les partenariats qu'il a pu faire avec certains réalisateurs et notamment les rôles, je vous mettrai des photos ici, mais les rôles qu'il a pu jouer dans des adaptations des années 80 qui étaient vraiment, je trouve, burlesques, et c'était tout à la fois drôle et un petit peu dégueulasse aussi parfois. Donc parmi le contenu du livre figurent également 2 longs entretiens inédits avec Stephen King. Hans Ake Lilja, patron de la célèbre Lilja's Library The World of Stephen King, le portail le plus complet et le plus consulté sur King depuis 1996, a également édité l'anthologie de nouvelles Shining in the Dark, traduite dans plus de 16 langues. Voilà. Ça avait l'air super intéressant, je suis tombée dessus complètement au hasard à Cultura, et je suis bête, il fait partie des ouvrages neufs, c'est un ouvrage que j'ai acheté neuf. Voilà. Cette fois c'est sûr, c'est le dernier. Ensuite, je vais le mettre en horreur, mais c'est un classique, hein, véritablement. Il s'agit de Melmoth de Charles R. Maturin, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui me tente depuis extrêmement longtemps, que je ne trouve jamais en neuf et que j'ai trouvé en occasion dans une petite librairie à Clermont-Ferrand. Il me semble que je l'ai payé 4 €, il en coûte 14,50 neuf. Donc je suis plutôt très satisfaite de mon achat. Lorsque John Melmoth obéit à l'injonction de son oncle mourant de détruire un portail vieux de 150 ans, il est loin de se douter que son existence va s'en trouver bouleversée. Dès lors, des faits effrayants s'enchaînent, et si l'homme du portrait était l'incarnation du mal, et s'il était toujours vivant. Je vous ai dit portail, mais c'est portrait, pardon. Roman labyrinthique et classique paru en 1820, Melmoth fascina Lautréamont, Antonin Artaud, André Breton, mais aussi Balzac, qui en écrivit une suite en 1835 sous le titre Melmoth réconcilié, et Baudelaire qui rêvait de le traduire. Voilà, ça laisse présager quand même un programme assez intéressant, assez dense et assez complexe, mais je suis vraiment enchantée de l'avoir en ma possession, enfin, et de pouvoir le compter parmi mes toutes prochaines lectures en théorie. Je ne vais pas tenter le diable, je vais changer la batterie de l'appareil. Le cadre ne sera donc peut-être pas parfaitement le même, j'espère que vous m'en excuserez,
mais voilà, toujours ces défauts de batterie, certainement parce que je parle trop. Je vous propose de poursuivre avec... J'allais vous dire avec une autrice dont en théorie j'ai acheté 2 livres mais je ne trouve pas le second. Donc on va faire avec. J'ai acheté Betty mais je n'ai pas acheté seulement Betty. J'ai également acheté L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, dont j'entends énormément de bien sur de multiples chaînes YouTube, et c'est vrai que je suis de plus en plus curieuse de découvrir cette autrice qui très honnêtement pour l'instant ne m'attirait pas plus que ça. C'est vraiment suite au... Oh mais j'ai retrouvé L'été tout a fondu. C'est juste que tout est étalé devant moi, il est là. Depuis les retours sur L'été où tout a fondu, je suis véritablement piquée par la curiosité. Et j'ai très envie de savoir ce que peut produire cette autrice. C'est pour cette raison que je me suis donc procuré les 2. Je sais que Betty a été encensée lors de sa sortie il y a maintenant 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. L'été où tout a fondu est paru un petit peu plus récemment et un 3e ouvrage de l'autrice est disponible dès maintenant chez Galmeister, mais je ne me souviens plus du titre, je vous le mettrai par ici. Quoi qu'il en soit, je suis très curieuse de découvrir l'autrice, j'aime beaucoup ses couverture, même si nous tombons dans le domaine du superficiel. Ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion. En revanche, je pense que l'autrice étant très demandée sur le marché de l'occasion, Gibert ne propose pas non plus des prix défiant toute concurrence. Je pense que vous pouvez les trouver nettement moins chers, puisque je les ai payés à 8,50€ chacun, ce qui n'est pas négligeable. Après, encore une fois, chez Gilbert Joseph, comme je vous le dis à chaque fois, il est rare que je dépense beaucoup, puisque je fais beaucoup de reventes d'ouvrages que je termine tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre avec des autrices contemporaines qui abordent des questions, je dirais, un petit peu étranges. Par étrange, j'entends plusieurs choses. Il va y avoir le rapport des femmes entre elles, mais de façon un petit peu sale parfois. Il va y avoir le rapport à la condamnation des comportements masculins toxiques et sales. Et il va y avoir cette espèce de lien femme-nature, femme-sorcière, etc. Bref, toutes ces thématiques qui finalement sont, explosent dans la littérature plus contemporaine, notamment dans les écrits des femmes. J'ai des titres ici qui sont de toutes les nationalités, donc on va essayer de regarder un petit peu tout. Je vais commencer avec Otesha Moshfegh et Eileen, qui est ici donc un ouvrage qui se déroule dans les années 60. Nous suivons donc une femme dans la semaine qui a fait basculer sa vie 50 ans plus tôt. Donc en 1964, alors âgée de 24 ans, elle vit avec son père alcoolique dans une maison délabrée près de Boston et travaille comme agent d'accueil dans une prison pour délinquants mineurs. Elle subit cette existence sinistre avec un mélange d'impuissance, de colère et de haine, contre elle-même surtout. L'arrivée d'une fascinante jeune femme fraîche, émoulue de Harvard et chargée de missions auprès des détenus joue un rôle de détonateur. Un roman à la construction rigoureuse et à l'écriture incisive. Bref, j'aime beaucoup ce que fait l'autrice de façon générale, donc c'est aussi une façon d'approfondir ma connaissance de son œuvre. Je l'ai trouvé d'occasion ici chez Gilbert Joseph et je l'ai payé 5€. Ensuite, Les femmes n'ont pas d'histoire, donc celui-là je l'ai pris dans un... Non, il m'a coûté 3€ celui-là, c'est noté à l'intérieur. Donc c'est un ouvrage, je n'en avais jamais entendu parler, donc Les femmes n'ont pas d'histoire, d'Amy Jo Burns. Donc c'est un ouvrage qui est paru il y a peu, au vu de la maison d'édition, donc c'est 10-18, mais c'est vraiment les nouvelles couvertures 10-18 qui sont très mates. Dans cette région désolée des Appalaches que l'on appelle la Rust Belt, la vie ressemble à une damnation. C'est un pays d'hommes déchus où l'alcool de contrebande et la religion font la loi, où les femmes n'ont pas d'histoire. Élevé dans l'ombre de son père, un prêcheur charismatique, Vren, comme sa mère avant elle, semble suivre un destin tout tracé jusqu'au jour où un accident menace de révéler les secrets et les non-dits qui pèsent sur sa famille et sur le village. Voilà. Donc je trouvais que le résumé avait l'air intriguant. C'est L'été de la sorcière de Kashiki Kao, qui est donc un roman paru chez Piquet Poche, qui va beaucoup parler du lien de la femme avec la nature. Il me semble que l'on suit une femme isolée dans des montagnes au Japon, qui a donc un mode de vie beaucoup plus proche de la nature. Mais je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus puisque je n'en sais pas plus. Et je ne peux pas vous lire tous les résumés, mais j'en ai entendu beaucoup de bien et j'étais curieuse de me faire ma propre opinion, donc voilà, je l'ai trouvé ici au prix de 4€ au lieu de 8, ce qui était plutôt
raisonnable. Je continue avec Confession d'un gang de filles que j'ai trouvé au prix de 5,10 € chez Gilbert Joseph au lieu de 7,60 €. Vous voyez que les réductions ne sont pas toujours incroyables, mais c'est déjà pas mal. Alors, un quartier populaire d'une petite ville ouvrière de l'état de New York dans les années 50, 5 lycéennes, Maddie la narratrice, Goldie, Lana, Rita et Legs, pour survivre et se venger des humiliations qu'elles ont subies, concluent un pacte à la vie et à la mort. Elles seront le gang Foxfire. La haine, surtout celle des hommes, va les entraîner dans une impitoyable équipée sauvage. Dans une langue crue, précise et concrète, Joyce Carol Oates dépeint la fureur de vivre des 5 inséparables et leur accès de générosité envers d'autres déshérités. Comme toujours chez l'auteur de Blonde, le mal est d'autant plus vraisemblable qu'il nous ressemble. J'avais adoré Délicieuse pourriture de l'autrice, donc j'avais très envie de poursuivre la découverte de cette œuvre et ce titre-là était en occasion, donc voilà, je m'en suis procuré. Un autre titre qui, pour le coup, et d'ailleurs il va aussi dans les achats neufs, finalement, il y en a plus que ce que je pensais des achats neufs. Monstre Sœur, là c'est vraiment le résumé, donc c'est toujours de Joyce Carol Oates, mais c'est très compliqué de choisir des titres de cette autrice parce qu'il y en a une multitude et qu'elle aborde des thématiques qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres et qui, je trouve, se font écho les unes les autres. Donc une adolescente est tourmentée par sa sœur jumelle qui grandit sous la forme d'une excroissance crânienne et s'efforce de prendre sa place. Une mère passe des heures à surveiller son bébé à travers un babyphone vidéo jusqu'à l'obsession. Des lycéennes créent un savant dispositif pour se venger des prédateurs sexuels. Tous ces personnages sont confrontés à une réalité mouvante et se livrent à de périlleuses manœuvres. Dans ces 12 nouvelles, toutes plus troublantes et cruelles les unes que les autres, Joyce Carol Oates provoque, étonne, hypnotise. Voilà, vraiment je suis impatiente. D'ailleurs je vais le mettre... Je peux pas. En fait si vous voyez à quoi ressemble ma pile à lire de choses à lire urgemment, je peux pas le mettre dedans, c'est pas possible. Je sais pas, on va forcer un peu et je vais les mettre, voilà, parce qu'ils me tentent vraiment. Et je termine avec donc Du bout des doigts de Sarah Waters, que je ne connais pas du tout mais dont j'entends énormément de bien. Donc Sarah Waters, Londres 1862, à la veille de ses 18 ans, sous Trinder, l'orpheline de Lant Street, le quartier des voleurs, se voit proposer par un élégant surnommé gentleman d'escroquer une riche héritière. Orpheline elle aussi, cette dernière est élevée dans un lugubre manoir par son oncle, collectionneur de livres d'un genre tout particulier. Dans cette atmosphère saturée de mystère et de passion souterraine, Sue devra déjouer les complots les plus délicieusement cruels afin de devenir, avec le concours de la belle demoiselle de Braillard, une légende parmi les cercles interlopes de la bibliophilie érotique. Voilà, ça avait l'air vraiment très très bien. Là c'est pareil, je l'ai payé 2 € au lieu de 11, donc c'était plutôt avantageux. Est-ce qu'on peut l'inscrire dans cette mouvance-là? Je vais continuer avec les livres, les ouvrages écrits par des femmes, mais c'est vrai que ouais, c'est un petit peu compliqué de... C'est un petit peu plus compliqué parce que ce sont des choses un petit peu plus classiques, j'ai l'impression qu'il me reste. Puisqu'il me reste donc un ouvrage de Marguerite Yourcenar que je ne vais pas vous présenter parce que ouvrage très connu, donc L'œuvre au noir que j'avais étudié lors d'un séminaire à la fac en L1 et qui m'avait permis de découvrir la plume magistrale de cette autrice. Ensuite j'ai La Belle de Josa qui est un ouvrage, il me semble, écrit par une autrice qui vient de Moravie, donc qui est écrit en tchèque. Pour échapper à la Gestapo, Eliska, une jeune et brillante doctoresse tchécoslovaque, lie dans l'urgence son destin à un homme frustre, force de la nature vendue par ses parents à l'âge de 15 ans. Quittant ainsi une vie pleine de promesses, un amant bien en vue et une belle carrière, Eliska rejoint dans les montagnes un village aux usages d'un autre temps. Pourtant et contre toute attente, ces deux êtres vont se découvrir tels la belle et la bête et apprendre à s'aimer dans un paysage comme en suspens au-dessus de la catastrophe européenne. Ouais, j'étais intriguée aussi, pareil il m'a coûté 2 € celui-ci. Et enfin donc 2 ouvrages de Anne Hébert en ce qui concerne la littérature écrite par des femmes, mais je vous dis n'importe quoi, j'en ai d'autres. Vous allez vous dire que ça s'arrête jamais, hein, mais c'est vrai que ça s'arrête jamais. Alors ensuite, là j'aurais vraiment terminé la littérature des femmes en théorie. Donc 2 livres d'Anne Hébert, Les Fous de Bassan et Kamouraska. Donc Kamouraska, il me semble que Anastasiya propose une lecture commune en décembre sur le titre. Alors je n'y participerai pas parce que je n'ai pas le temps, mais c'est intéressant de le savoir. Donc Anne Hébert, c'est une autrice québécoise qui propose des titres qui ont quelque chose d'assez intimiste finalement, mais je ne connais pas vraiment son travail, donc je ne vais pas m'aventurer plus en profondeur sur
les thèmes de prédilection de l'autrice. En revanche, on va lire ensemble, si vous le souhaitez, le résumé de Les Fous de Bassan, parce que c'est véritablement celui-ci qui m'avait intéressée à l'initiale. Le vent, la pluie, la rumeur de la mer et la pesanteur du passé font de Griffin Creek, petit village du Québec, un lieu étrange et presque hors du monde. Un soir de l'été 1936, deux adolescentes vives et lumineuses, enviées ou désirées pour leur beauté, par toute la petite communauté protestante du village, disparaissent près du rivage. À travers la voix ou les lettres de différents personnages, on assiste à la tragédie qui commence à se jouer, bouleversant ce village figé dans la tradition et le respect des commandements. Ouais, je trouvais que ça avait l'air très intéressant et je le mets aussi dans ma palle de lecture à faire rapidement. Un ouvrage que j'ai trouvé chez Lizzie Cash, Madame de Lambert, de l'amitié, qui est finalement un texte extrêmement bref Madame de Lambert, elle tient un salon à l'hôtel de Nevers à Paris. C'est au XVIIIe siècle et elle va proposer ici tout un tas de réflexions à l'image des plus grands penseurs, donc en suivant une espèce de trame de pensées qui lui sont à l'initiale personnelle et qu'elle l'universalise par la suite. C'est un ouvrage encore une fois extrêmement bref, donc je vais le lire rapidement aussi celui-là. Et je termine avec Selma Lagerlöf, que je vais rajouter dans les livres donc des prix Nobel de littérature, puisqu'elle a obtenu le prix Nobel de littérature en 1909. C'est une des plus célèbres écrivaines suédoises, tout du moins c'est une écrivaine suédoise qui a un grand impact sur la littérature contemporaine suédoise, qu'elle mette ses personnages aux prises avec des trolls ou des génies, des esprits ou des forces mystérieuses de la nature, ou qu'elle nous confronte à notre propre intuition de l'irrationnel tout au long de ses récits. Choisis parmi les derniers textes qu'elle ait écrits, Selma Lagerlöf impose son magnifique talent de conteuse et un humanisme qui la classe parmi les écrivains les plus universels. Voilà, donc il rejoint aussi ma palle de livres à lire rapidement. Bon, je poursuis avec les gros classiques dont je n'ai pas beaucoup besoin de vous parler parce que vous en avez déjà entendu parler, vous les avez déjà vus nécessairement. Le premier, c'est Le Collier de la Reine de Dumas, que j'ai eu dans un lot, donc c'est 10 livres pour 4 € dans une boutique à Clermont. Et je ne l'avais pas celui-ci de Dumas, donc je me le suis procuré. Donc c'est un roman d'aventure, alors c'est Dumas, hein, donc c'est assez accessible en termes de plumes, j'imagine, et tout un tas d'aventures rocambolesques, je pense. Donc ensuite, Gargantua de Rabelais. Je suis en train de relire tous les Lagarde et Michard, notamment parce que j'ai une collègue qui prépare le CAPES, et moi ça me permet de prendre un petit peu d'avance pour potentiellement envisager de passer l'agrégation. Et c'est vrai que je relis beaucoup les livres des époques des Lagarde et Michard concernés, donc là je suis sur le Moyen-Âge, mais dès que je vais passer au siècle qui suit, j'aurai besoin de Rabelais. Donc je trouve que c'était pas plus mal de me le procurer là en l'occurrence au prix de 2 €, ça reste très accessible. Ensuite, Voyage en Orient de Flaubert, donc c'est un ouvrage qui est quand même assez onéreux à la base, je ne vois pas son prix mais il est classé en F16 chez Folio, donc ça doit être quelque chose comme 11 €. Je l'ai payé 6,50 € ici, je n'ai jamais lu Le Voyage en Orient de Flaubert, alors certes en lisant ses multiples biographies, j'ai connaissance de son point de vue sur bien des pays et du fait que finalement Flaubert s'est vite rendu compte qu'il n'était pas fait pour le voyage, même s'il garde un souvenir vraiment impérissable de ses voyages en Orient qui vont venir teinter considérablement sa littérature. Je pense notamment à Salammbô qui vraiment transpire de cet univers-là. Bref, ce sera l'occasion d'en faire la lecture. Un livre de Balzac, donc Béatrix, qui fait partie de la comédie humaine, et qui parle de l'éducation sentimentale d'un jeune homme. Alors je ne sais pas encore de quelle façon vont se présenter les choses, mais nous verrons bien, et c'est dans cette dynamique, démarche d'acquérir donc la plupart des Balzac lorsque je les trouve à des prix très abordables, donc comme là 2 €, pour compléter donc la comédie humaine. Et 20 ans après de Dumas, donc la suite des 3 mousquetaires. Je ne vais pas épiloguer sur les 3 mousquetaires, je pense que vous savez déjà de quoi parle le roman, etc. etc. On va prendre les essais littéraires un petit peu parce que comme je vous l'exposais précédemment, si j'envisage de reprendre potentiellement l'agrégation, il sera pas mal de se replonger un petit peu dans les essais littéraires. L'emblématique Antoine Compagnon avec La littérature pour quoi faire, qui est un ouvrage absolument minuscule mais que je n'ai jamais lu, qui traite donc de la question théorique et historique d'une idée d'intérêt dans la littérature. Et ensuite Morphologie du conte de Vladimir Propp, qui est donc un texte qui analyse la forme du conte. L'auteur utilise une centaine de contes russes afin d'élaborer une stratégie de compréhension globale de la forme du conte. Voilà. Donc c'est vraiment de l'écrit théorique littéraire. Ensuite, je vais faire la poésie philosophie.
entre gros guillemets parce que l'ouvrage en question n'est pas tout à fait philosophique. Le gardeur du troupeau, donc c'est Fernando Pessoa. Et les autres poèmes d'Alberto Caeiro avec poésie d'Alvaro de Campos. Ouvrage donc qui va rentrer dans le cadre de mes lectures concernant donc mon voyage au Portugal en février, puisque nous partons à Lisbonne. Et voilà, je voulais lire des auteurs portugais. Fernando Pessoa fait partie de ces auteurs que je connais déjà, que j'admire déjà et pour lesquels j'ai une profonde affection puisque j'ai travaillé notamment sur son ouvrage Le livre de l'intranquillité lors de mon mémoire de Master 1 en recherche en littérature. Et ça m'avait vraiment passionnée. Un autre auteur que j'adore du plus profond de mon cœur, Sioran avec le précis de décomposition que j'ai déjà lu mais que je n'avais pas en ma possession. Alors il est hyper annoté, c'est un ouvrage que j'ai trouvé d'occasion au prix de 4€. Je suis désolée, je sens que ma voix faiblit lourdement, j'espère que ce sera audible tout de même et que ce ne sera pas trop désagréable. Il est aussi légèrement cassé au niveau de son dos, mais franchement ce n'est pas très grave. J'ai très envie de relire Sioran et sa pensée, même si c'est une chose que j'ai quand même que j'ai fréquenté très assidûment et j'aime beaucoup Sioran, donc je sais que ce sera sans surprise mais que ce sera toujours aussi qualitatif, bien que je vieillisse, voilà, tout simplement. 12 contes vagabonds de Gabriel Garcia Marquez, je n'ai toujours pas lu cet auteur. Si je l'ai choisi, c'est parce qu'il faisait partie d'une liste de livres. Bref, j'ai fait quelque chose de grotesque. Je suis allée sur Google et j'ai tapé livres bizarres. Et dans les livres bizarres, il y avait donc ces 12 contes vagabonds qui vont mettre qui vont mettre en scène des protagonistes assez particuliers de ce que j'ai pu comprendre et j'avais très envie d'en savoir plus. C'est vrai que cet auteur il est adoré par certains et contesté par d'autres, donc vraiment il est temps que je me fasse mon avis. Ensuite, pour peaufiner ma connaissance, ma découverte de Goethe, Les affinités électives, qui est un ouvrage beaucoup plus costaud déjà que Les souffrances. J'ai adoré Les souffrances, Faust fait partie des grands classiques du théâtre également. Donc Goethe, on peut dire qu'il est il fait partie des fondateurs du mouvement romantique tel qu'on l'entend au sens européen et c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement depuis que je l'ai découvert cette année. Donc je suis ravie d'avoir Les affinités électives pour poursuivre ma découverte. Dans un esprit un petit peu romantique, j'ai ici Bruges la morte de Georges Rodenbach, qui est une petite nouvelle donc dans les folios 2€. J'ai acheté d'occasion aussi, donc je l'ai payé 1€. Donc veuf Hugues Vienne s'est exilé à Bruges et parcourt tous les jours inconsolé les venelles de la ville aux 1000 canaux. Ses marches mélancoliques conduiront l'esselé à rencontrer un soir de brume une femme ressemblant étrangement à celle qu'il a perdue. C'est un livre qui est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre stylistique, donc je suis très curieuse de le lire. Je le mets aussi dans ma pile à lire d'urgence. Je vous ferai un petit zoom là-dessus, même si ce n'est pas le thème de la vidéo. Je vous montrerai rapidement, même si j'élaborerai un petit peu plus cette question au cours d'un vlog. Ensuite, alors là, il y a rien qui va, il y a rien qui va ensemble. Casanova, Histoire de ma vie. Je ne l'ai jamais lu, je suis curieuse de le lire. Il était à l'agrégation il y a quelques années, donc je me dis pourquoi pas, même si je pense que je vais avoir beaucoup de mal avec cet ouvrage là. La Dame en blanc de W. Wilkie Collins. Donc il s'agit d'un roman qui a passionné Borges et qui a rendu jaloux Dickens selon la 4e, qui nous révèle une sorte de Hitchcock de la littérature, suspense, piège diaboliquement retors, terreur intime, secrète inconvenance, rien n'y manque. Pourtant le chef-d'œuvre de Collins n'a jamais cessé d'être dans les pays anglo-saxons un succès populaire, l'un des plus surmoyens, en tout cas d'empêcher l'innocent lecteur de dormir. Voilà, donc forcément ça faisait peur, c'était classique, donc je le voulais. Et un dernier auteur, donc Witold Gombrowicz, simplement parce que je pars lorsqu'on a programmé les voyages qu'on faisait cette année, il y avait quelque chose qui était certain, c'est qu'il fallait qu'on aille en Pologne, puisqu'on devait déjà le faire l'année passée, et qu'avec tout ce qui a pu se passer, avec la perte de ma grand-mère, avec le déménagement, avec mon état d'esprit général, et puis le fait que mine de rien on était déjà allé à Rome en février et à Athènes en avril, ça devenait compliqué d'envisager de partir à Varsovie.
Donc on avait dit qu'on différerait ce voyage là en sachant que on voulait vraiment pouvoir partir plusieurs fois dans l'année sur des séjours finalement qui nous coûtaient assez peu cher. Très honnêtement, Lisbonne c'est hyper accessible et Varsovie je vous en parle même pas. C'est-à-dire que vraiment on est en train de voir parce que moi c'est vrai que j'aime pas du tout voyager en avion. J'ai commencé à voyager en avion cette année, je n'avais jamais pris l'avion avant pour aller à Rome. J'en ai un petit peu honte d'ailleurs parce que je pense qu'on aurait pu tout à fait procéder d'une autre façon. Pour Athènes c'était un petit peu plus compliqué, même si faisable. En revanche là en ce qui concerne Varsovie, je suis en train de réfléchir à un itinéraire en train pour pourquoi pas faire un espèce de périple au fil des capitales européennes jusqu'à Varsovie. Donc à voir de quelle façon les choses vont se passer. Mais quoi qu'il en soit, je voulais lire des auteurs emblématiques en Pologne et Witold Komorowicz est ressorti. Bref, nous verrons bien, mais en tout cas il est dans ma palle et il partira donc en théorie dans ce fameux voyage en train. J'ai enfin terminé ce book haul, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez fait des jolies découvertes, que vous avez pu vous noter certains titres. J'ignore quand il sortira ce book haul, donc ce qu'on va faire c'est que dans le doute, je vais vous souhaiter d'avance une bonne année ou s'il arrive après, une bonne année un petit peu tardive que je vous aurai refêtée dans d'autres vidéos. Mais c'est vrai que là je prends un petit peu d'avance parce qu'avec les vacances de Noël qui arrivent, avec la semaine qui vient dans laquelle j'ai plusieurs rencontres parents-professeurs, c'est vrai que mon temps va être assez réduit, enfin le temps que je pourrais octroyer à YouTube va être assez réduit. Donc voilà, je tiens quand même à ne pas rater le fait de vous fêter les fêtes, donc déjà la nouvelle année, et si cette vidéo arrive avant Noël, même si j'en doute, je vous souhaite un joyeux Noël, et si Noël est déjà passé, j'espère que vous avez pu profiter de vos proches, et que même ceux qui ne l'ont pas fêté ont passé un bon mois de décembre de façon générale, et bien terminé cette année 2024. Je vous remercie d'être resté jusque là, et je vous dis à bientôt.